Dans la soirée du lundi 6 août 2018 que la nouvelle est tombée. Simone Gbagbo sera bientôt libre. Une nouvelle qui est à vogue dans la vague d'amnistie en cours dans certains pays du continent africain. Après la Guinée équatoriale en juillet dernier, c'est à présent la Côte d'Ivoire qui suit la tendance. Dans son discours à la nation à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé l'amnistie de 800 personnes. Et sur cette liste, un nom en particulier attire l'attention de tous, Simone Eivé Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne. Condamnée une première fois en 2015 à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État et incarcérée à l'école de gendarmerie d'Abidjan depuis le 1er décembre 2014, l'ex-député d'Abobo avait été enfin acquitté la seconde fois en 2017 dans son procès pour crime contre l'humanité. Par ailleurs, l'ancien ministre de la Défense Elida Kouassi, condamné pour complot, et l'ancien ministre de la Construction Assoa Adou, condamné pour trouble à l'ordre public, ainsi que Souleymane Kamaraté, proche du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, sont également concernés par cette annonce. Un discours qui a duré près d'une vingtaine de minutes, au cours desquels le chef de l'État a décliné ses propos sous deux principaux axes. C'est en faisant allusion à la crise post-électorale de 2010 et 2011 que le président de la République prône la réconciliation. Pour accompagner l'acte à la parole, il a signé une ordonnance. Exception faite d'une soixantaine de militaires et de membres de groupes armés ayant commis des crimes de sang qui demeureront en prison. Autre annonce, celle de la recomposition de la commission électorale indépendante, conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Si indépendance rime avec liberté, la 58e édition de cette célébration pour tous les Ivoiriens aura un retentissement particulier pour Simone Gbagbo. Voilà, merci donc à Linda Sibafo pour avoir planté les décors avec 6 éléments. Président Bandakani, la Côte d'Ivoire, on en a parlé depuis de nombreuses années, au plus profond, au cœur même de la crise, on en parlait déjà. Il y a eu aujourd'hui une certaine évolution, en tout cas à mon sens, mais je voudrais quand même avoir votre avis. Quelle est la lecture que vous faites de cette amnistie générale accordée par le président Ouattara à ces 800 prisonniers, parmi lesquels la première dame, l'ex-première dame Simone Gbagbo? Bachir, dans mon combat politique, je ne lutte pas contre les individus. Je lutte contre un système. Je voudrais toujours dire que le jour où le président Ouattara va changer de politique, il aura mon soutien. Ce n'est pas une affaire d'homme. Et dans le cas d'espèce, c'est un acte à saluer. Et, indépendamment des motivations, je salue l'acte du président Ouattara. Ça va dans le sens de ce que nous on demande depuis. Et je le salue avec de la joie et de la fermeté. Parce que c'est notre combat ici à Afrique Média depuis bientôt 7 ans. Notre combat. Et nous n'allons pas, après avoir mené un combat, quand les résultats arrivent, nous débiner. Peu importe celui par qui ça vient, on va se débiner. Non, mon cher Bachir. On a toujours appelé à poser des actes. Je dis que je salue l'acte du président Ouattara. Je n'ai pas d'état d'âme pour ça, je le salue. Parce que je ne lutte pas contre un homme, je lutte contre un système. Et ceux qui les incarnent. Et lorsqu'à un moment donné, les hommes vont très loin dans la défense des intérêts inacceptables, on les dénonce. Mais s'ils posent un acte qui va dans le sens de la justice, vous voyez, nous l'encourageons. Ça, c'est un. Maintenant, Bachir, quand on l'a dit, ça ne change rien sur mes positions sur la personne du président Ouattara. Rien sur le projet politique qu'il incarne. Nos positions vont être constantes et demeurent les mêmes. Ça traduit une évolution à Côte d'Ivoire, mon cher Bachir. Maintenant, revenons donc sur les motivations. Oui. Et justement, qu'est-ce qui a pu, selon vous, motiver cette décision? Et sur les réseaux sociaux, on parle d'un revirement. Oui, c'est-à-dire qu'on peut le dire ainsi. Le président Ouattara, vous savez, moi, je suis un homme qui a de l'éthique en politique. Il y a des raisons que je ne vais pas donner ici, parce qu'elles concernent la vie privée du président. Je ne parle pas de ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans les réseaux qui l'ont porté au niveau international, on sait très bien que il faut penser à l'après Ouattara. Pour rester, je ne vais pas dire certaines choses. Il faut penser à l'après Ouattara, sérieusement. Parce qu'on sait très bien que le vrai rapport de force politique dans le pays, dans les conditions politiques où Ouattara ne serait pas là, ne peuvent pas virer en faveur de ceux qui ont porté
de ce gang international qui a porté M. Ouattara au pouvoir. Oui. Ils le savent. Ils savent très bien que le parti le plus populaire en Côte d'Ivoire, on l'a vu encore au dernier congrès du FAI, Oui. le vrai FAI, pas celui de M. Afeni Guessan. On l'a vu dernièrement au congrès, c'est le parti le plus populaire en Côte d'Ivoire. Ils le savent. Tous les sondages les plus secrets démontrent que, au cas où M. Ouattara ne serait plus là, la machine FPI reprend le pouvoir. Ils le savent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, n'est-ce pas, il faut anticiper là-dessus. C'était pourquoi le président Ouattara voulait créer le RHDP. Oui. Avec, Le parti unifié avec Bédié. Conan Bédié, parce que le président Bédié. Parce qu'il sait très bien que lui, le RDS seul, ne peut pas gagner le champ en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il soit toujours en alliance. Et l'alliance historique qui maintient l'attelage au pouvoir, c'est l'alliance avec le parti de Conan Bédié. Alors, il a débauché certains cadres du parti, mais le président Bédié a dit niet pour l'instant à cette alliance. Vous avez M. Soro qui hier était dans leur coalition, cette coalition diabolique qui a détruit la Côte d'Ivoire. M. Guillaume Soro y était. Aujourd'hui, il prend de plus en plus de distance et il dit même qu'il peut être candidat. Parce qu'aujourd'hui, il a sa démarche à lui. Donc là, on est dans les motivations. D'accord. L'après-Ouattara est déjà ouverte. Pour des raisons que je viens de vous évoquer, liées même à la personne même du président. Donc, M. Guillaume Soro, lui, il n'a pas d'état d'âme. Il dit très bien qu'il se lance, va se lancer dans la bataille. Vous avez une nouvelle génération, entre guillemets, de cadres du parti de BDPDCI qui ont été montés à la faveur de l'arrivée au pouvoir de M. Ouattara, qui veulent eux aussi affirmer leur autonomie. C'est le cas du camp Kablan, du Premier ministre, vice-président, et d'autres qui veulent s'autonomiser. Donc, vous êtes en Côte d'Ivoire dans une dynamique de recomposition totale du jeu politique. C'est-à-dire l'après-Ouattara est déjà ouvert. Mais l'autre raison fondamentale qui amène M. Ouattara, le président Ouattara a anticipé sur ce qu'il vient de faire, c'est parce que de plus en plus d'éléments démontrent que le président Gbagbo sera libéré. Oui. Parce que la jurisprudence Mbemba autorise, n'est-ce pas, aujourd'hui, à croire qu'à tout moment, le président Gbagbo peut être libéré. C'est-à-dire que le chemin est balisé. Oui, est balisé. Oui. Sur le plan juridique, est balisé pour que le président Gbagbo soit libéré. Certes, il y a des pressions terribles pour qu'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire une fois étant libéré. Le gang international qui pille la Côte d'Ivoire fait tout pour qu'une fois libéré, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que la venue de Gbagbo en Côte d'Ivoire va créer des situations. C'est-à-dire que sa seule présence va créer une effervescence politique en Côte d'Ivoire que personne ne va maîtriser. Dans les négociations, actuellement, bloquent parce qu'on veut le confiner dans un pays européen. Il sort, mais il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Mais tout indique qu'il va être libéré. Je parle de la jurisprudence Mbemba. Vous savez que la jurisprudence Mbemba, c'est quoi? C'est qu'on nous dit que vous êtes responsable de l'État, par exemple, ou bien d'une milice. Ceux qui tuent doivent assumer leurs actes. Vous n'êtes pas responsable. C'est-à-dire qu'on dit oui. Oui, en clair, c'est ce qui a dit. Alors, et du coup, donc, une fois qu'on l'a dit, toutes les accusations contre le président Gbagbo tombent d'elles-mêmes. Elles tombent d'office d'elles-mêmes. C'est pour ça que nous espérons qu'il va sortir. Donc, le président Ouattara, pour anticiper sur tout ça, donc, engage cette politique de réconciliation, de ce geste d'apaisement, parlons comme ça, d'apaisement, pour essayer de se présenter, pour ne pas subir les événements, se présenter comme quelqu'un qui, avant tout ça, avant que le président Gbagbo ne sorte, avait anticipé, a incarné la réconciliation. La réconciliation nationale. Donc voilà autant de motivations. Il y a maintenant, quand on a dit ça, Bachir, il faut préciser une chose. C'est-à-dire que nous entendons de plus en plus certaines forces étrangères, l'Union européenne, qui disent que c'est ça, qui veulent récupérer la mise en disant que c'est grâce à elles, n'est-ce pas, qu'il y a ces mesures. Oui. Non, il faut dénoncer ça. C'est grâce à Afrique Média. C'est grâce au combat des panafricanistes. L'Union européenne raconte des histoires à la preuve. Vous savez, Bachir, pendant plus de 7 ans, nous avons dit ici qu'il y a les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Oui, ça a été nié quand même. Voilà. L'État ivoirien a toujours nié l'existence des prisonniers politiques. Mais aujourd'hui, le président Ouattara nous donne raison officiellement en reconnaissant l'existence de 800 prisonniers politiques. On a nié ça pendant 7 ans quand nous on criait ici. L'Union européenne ne disait rien. Du même qu'aujourd'hui, elle veut se présenter comme étant celle par qui ce geste arrive. Toujours la tactique d'être le criminel et d'être le justicier, d'être le pyromane et d'être le sapeur-pompier. Donc, il faut préciser de façon claire. Il y a aujourd'hui un enjeu en Côte d'Ivoire. Quand vous entendez le président Ouattara parler de plus en plus de laisser le pouvoir aux nouvelles générations, je ne crois pas au mot en politique. Mais ce discours ne sort pas du vide.
Je vous ai dit que je respecte la vie privée du président. Je ne parle pas de certaines choses. Donc on sait très bien dans certains milieux qu'il faut rapidement s'assurer qu'à l'absence du président Ouattara, les défis ne s'effondrent pas. On dit passons le pouvoir aux nouvelles générations, passons. Ce n'est pas que simplement le président Ouattara découvre qu'il est important de faire passer la main à la nouvelle génération. Est-ce qu'on va... Je suis avec vous. Oui. Alors, vous avez parlé de l'UE, je veux dire la communauté internationale en général. Hein. Est-ce qu'on va nier le fait qu'elle aurait mis une certaine pression sur le régime d'Abidjan afin d'arriver à cette décision? Non, mon cher Bachir, il faut faire attention. Lorsqu'un pyromane devient sapeur-pompier, c'est très grave. Ça veut dire que les victimes n'existent pas. Ce sont des animaux. Ça veut dire que vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas allumer le feu dans une maison et vous lui dire que bon, j'ai bien fait d'allumer le feu chez vous, j'ai bien éteindre, après avoir rasé toute la maison. Arracher les titres fonciers, les propriétaires de la maison, tuer les héritiers, vous voulez dire que non, j'éteins le feu, c'est moi le sapeur-pompier. Ça ne marche pas. C'est le stade suprême du crime. C'est ce que j'appelle les criminocraties. On est là en pleine criminocratie. Voilà les demandes de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas accepter ça, mon cher Bachir. L'Union européenne est parmi le gang international qui a détruit la Côte d'Ivoire, en marchant sur des milliers de cadavres, en massacrant le droit international, en détruisant l'édifice institutionnel et constitutionnel de la Côte d'Ivoire, mon cher Bachir, en perpétrant en Côte d'Ivoire l'un des plus grands crimes de l'humanité en matière politique. Donc aujourd'hui, comment fait-il que l'Union européenne vient nous dire que c'est elle qui a mis pression sur Ouattara pour libérer Simon Gbagbo? Comment peut-on comprendre que l'Union européenne était parmi les groupes politiques qui ont conduit à violer la dignité de cette grande dame que nous saluons en passant, cette grande dame, cette Amazone, cette héroïne de l'histoire africaine et des femmes, de l'histoire des femmes africaines et des femmes de l'humanité? Comment l'Union européenne, avec ce gang international, qui ont encouragé les rebelles à violer la dignité de cette femme, peut venir nous dire aujourd'hui qu'on a écouté, ce n'est comment faire pression pour qu'on la libère? Bachir, c'est indécent. On ne peut pas accepter ça. Pendant que nous on était ici, on criait matin, midi, soir, pour dire que, bah, écoutez, il faut libérer Mme Gbagbo, il faut libérer Gbagbo. Quand nous dénoncions cette abjection politique qui consiste à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où était l'Union européenne? Ils ont porté Ouattara, le président Ouattara, à bout de bras. Ils l'ont porté dans ces crimes politiques contre le continent africain. Donc, comment peut-on nous dire aujourd'hui que l'Union européenne est subitement devenue l'ami de l'Afrique et cherche par comment amener la paix en Côte d'Ivoire? Non. Là, ce qu'il y a derrière cette affaire, c'est quoi? C'est qu'on veut décrisper, certes, mais cette décrispation cache un coup de poker qui est dans leur poche. C'est qu'ils veulent que l'après Ouattara soit comme pendant que Ouattara était là. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes? Non. Il faut se réjouir de la libération de 800 prisonniers politiques. C'est un acte posé. Il faut se réjouir de la sortie de Mme Gbagbo libre. C'est une victoire pour nous. Oui. Mais il ne faut pas un seul instant être distrait. Parce que dans tout ça, rappelez-vous Bachir, mais c'est nous qui avons porté la dynamique internationale avec d'autres qui sont en Europe et partout, pour démontrer que la CPI, c'est un parquet criminel de Paris, et que la CPI n'a aucune crédibilité, et que le président Gbagbo est détenu contre toute logique de droit. Vous comprenez? Il ne faut pas simplifier les batailles qu'on a menées ici pendant des années. Et aujourd'hui, les faits et les scandales qui ont frappé cette cour de sorcellerie ont amené ces gens, par tous les moyens, à comprendre qu'on ne peut plus garder M. Gbagbo. Même les juges ont dit, mais c'est pas possible ça. Nous allons démissionner de notre métier parce que c'est une honte de voir ce qu'on fait ici. Et pour commencer donc à anticiper, on libère Bemba d'abord. Parce qu'il ne faut pas libérer Gbagbo directement. C'est pour préparer psychologiquement. Vous ne voulez pas avoir honte. Vous ne voulez pas dire qu'on a cédé à vos pressions. On libère Bemba et on crée une jurisprudence qui va libérer le président Gbagbo. Donc c'est sous la pression des Africains, sous la pression du combat par l'africanisme, que la CPI est dos au mur, mon cher Bachir. Il ne faut jamais oublier ça. Jamais. Je termine en disant ceci. Allez-y, vous chutez, on va vers le standard. Mais vous savez que, peut-être je reviendrai parce que... Non, on va y revenir, il n'y a pas de problème. Bon, je termine en disant ceci, Bachir. Tout à l'heure, le président Ouattara parlait des crimes de sang. Il a été ferme par rapport aux crimes de sang. On peut le comprendre pour un homme d'État. Mais il faut rappeler que le président Ouattara est l'un des champions des crimes de sang. Son arrivée au pouvoir est parsemée des crimes de sang dont il est le principal responsable. Donc, sa fermeté à l'égard des crimes de sang nous amène lui aussi à l'interpeller moralement. Comment peut-il condamner fermement ce que lui il a fait et enseigner aux enfants ivoiriens à faire? Ça, c'est la question fondamentale sur le plan moral. Merci, président Bandakani. Eh bien,